Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture Le Surmal d'Alfred Jarry. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à poser vos questions commentées sur Twitter avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au milieu du chapitre 5. Excellente soirée. À la tombée de la première nuit, ce tambour, sans que les gens de la locomotive s'en aperçussent, fut embrayé avec les roues de l'automobile, entraîneur de façon à tourner au sens inverse de celle-ci. Corporal Gilbert nous fit avancer alors jusqu'à ce que notre roue d'avant fût appuyée sur le tambour, dont la rotation, comme un engrenage, nous entraîna, sans effort, et frauduleusement pendant les premières heures nocturnes. Derrière l'abri de notre machine d'entraînement, bien entendu, il n'y avait pas un souffle d'air. À droite, la locomotive, comme une bonne grosse bête, paissait la même place du champ visuel sans avancer ni reculer. Elle n'avait d'apparence de mouvement qu'une partie un peu tremblotante de son flanc, où il paraît qu'oscillait la bielle, et quant à l'avant, on pouvait compter les rayons de son chasse-pierre, tout pareil à une grille de prison, ou aux fermettes d'un barrage de moulin. Tout cela figurait assez bien un paysage de rivière fort calme. Le cours silencieux de la piste polie était la rivière, et les gargouillements réguliers de la grosse bête étaient très semblables à un bruit de chute d'eau. J'entrevis, à diverses reprises à travers les glaces du premier wagon, la longue barbe blanche de M. Elson, qui oscillait de haut en bas comme si sa personne se balançait nonchalamment sur une rocking chair. Les grands yeux curieux de Miss Elson apparurent aussi un instant à la première portière de la seconde voiture, la seule que je pusse apercevoir, et encore au risque d'un torticolis. La petite silhouette affairée, à moustache blonde de Mr. Go, ne bougeait pas de la plateforme de la locomotive. Car si William Elson suivait la course dans le train, c'était toutefois avec le désir de voir le train battu. Mais quant à Mr. Go, le gros pari engagé l'excitait à déployer toutes les ressources de sa compétence de chauffeur. Sammy White fredonnait, en mesure avec nos coups de jambe, la petite chanson enfantine. Et, dans la nuit déserte, la voix de fausset de Bob Rumble, lequel, avant la cervelle faible, glapissait derrière nous. Il y a quelque chose qui suit. Aucune chose vivante ou mécanique, pourtant, n'eût pu suivre de telles allures. Et d'ailleurs, les gens du train pouvaient surveiller la piste unie et vide derrière Bob Rumble. Il est vrai qu'il est impossible d'apercevoir les quelques mètres de ballast derrière les wagons. Ceux-ci n'avaient que des ouvertures latérales, et nous autres, nous ne pouvions regarder derrière nous. Mais il était bien invraisemblable que quelqu'un eût roulé sur le bateau ballast. Le nabot voulait exprimer sans doute sa fierté de sentir entraîner à notre remorque sa puérile personne. Quand l'aube vint du deuxième jour, un ronflement strident et métallique, une vibration énorme dans laquelle nous étions comme baignés, me fit presque sortir le sang des oreilles. J'appris que le dernier automobile en forme d'obus avait été lâché, puis remplacé par une machine volante en forme de trompette. Elle tournait sur elle-même et se vissait dans l'air au ras du sol devant nous. Et en un vent furieux, nous aspirait vers son entonnoir. Le fil de soie de l'indicateur de vitesse tremblait toujours avec régularité, dessinant un fuseau vertical et bleu contre la joue gauche de Corporal Gilbert, et je lus sur le cadran d'ivoire, ainsi qu'il était prévu pour cette heure-là, quant au nombre de kilomètres à l'heure. 250. Le train avait conservé sa position précédente, toujours la même apparente immobilité, prodigieusement contrôlable par tous les sens, et même par le toucher de ma main droite. Mais le bruit de chute d'eau s'était fait suraigu, et à 1 millimètre du foyer incandescent de la locomotive, par l'effet de la vitesse, régnait un froid mortel. Mr. William Elson était invisible. Mes regards traversèrent sans obstacle d'une glace à l'autre son wagon. Quelque chose intercepta le coup d'œil que je voulais jeter dans l'intérieur du wagon de Miss Elson. La première fenêtre du long compartiment d'acajou, la seule qui fût à ma portée,
était obstruée, à ma grande stupéfaction, à l'extérieur par un épais capitonnage écarlate. On eût dit que les champignons sanglants, dans l'espace de cette nuit-là, avaient cru sur la vitre. Il faisait grand jour maintenant. Je ne pus douter de ce que je vis. Tout ce que j'apercevais du wagon disparaissait sous des roses rouges, énormes, épanouies, fraîches comme si elles venaient d'être cueillies. Le parfum s'en diffusait dans l'air calme, à l'abri du coupe-vent. Quand la jeune fille baissa la glace, une partie du rideau de fleurs se déchira. Mais elles ne tombèrent point tout de suite. Pendant quelques secondes, elles voyagèrent dans l'espace à la même vitesse que les machines. La plus grosse s'engouffra avec le courant d'air subi à l'intérieur du wagon. Il me sembla que Miss Elson poussa un grand cri et porta la main à sa poitrine. Et je ne la vis plus pendant tout le reste monotone de cette journée. Les roses s'effeuillèrent peu à peu. Par la trépidation, s'envolèrent une ou par 3 ou par 4. Le bois verni du sleeping car apparut immaculé, reflétant plus purement qu'une glace le vilain profil de Bob Rumble. Le lendemain, la floraison incarnate s'était renouvelée. Je me demandais si je devenais fou et le visage anxieux de Miss Elson ne quitta plus désormais la vitre. Mais un incident plus grave réclama mon attention. Ce matin du 3e jour se produisit une chose terrible. Terrible, surtout parce qu'elle aurait pu nous faire perdre la course. J.W. Jacobs, à la place immédiatement devant moi et les genoux, à 1 yard de mes genoux, reliés par les tiges d'aluminium, J.W. Jacobs qui allait avec une vigueur fantastique depuis le départ, si bien qu'il donnait des à-coups propres à accélérer intempestivement le train prescrit par notre tableau de marche, et que j'avais dû le contre-pédaler à diverses reprises. J.W. Jacobs sembla soudain prendre un malin plaisir à raidir les jarrets à son tour, me renvoyant désagréablement mes genoux dans le menton, et je dus demander un sérieux travail à mes jambes. Ni Corporal Gilbert, ni derrière lui, Sammy White, ni George Webb n'étaient capables de se retourner dans leurs ligatures et leurs masques pour voir ce qui prenait à J.W. Jacobs. Mais je pus me pencher un peu pour apercevoir sa jambe droite. Les orteils, toujours engagés dans le toe clip de cuir, elle montait et descendait avec isochronisme. Mais la cheville paraissait engourdie et l'ankle play ne se produisait plus. En outre, détail peut-être trop technique, je n'avais point fait attention à une odeur particulière. L'attribuant à son caleçon de jersey noir ou comme nous, les 4 autres, ils faisaient l'un et l'autre besoin dans le terre à tout foulon. Mais une idée subite me fit frémir et je regardai encore, à 1 yard de ma jambe et liée à ma jambe la lourde cheville de marbre, et je respirai la puanteur cadavérique d'une décomposition incompréhensible, accélérée. À 1 demi-yard à ma droite, une autre sorte de changement me frappa. Au lieu du milieu du tender, j'aperçus à ma hauteur la seconde portière du premier wagon. « Nous grippons !» cria à cet instant George Webb. « Nous grippons !» répétèrent Sammy White et George Webb. Et comme la stupeur morale coupe bras et jambes mieux qu'une fatigue physique, la dernière portière du second wagon parut contre mon épaule. La dernière portière fleurie du second et dernier wagon. Les voix d'Arthur Goh et des mécaniciens lancèrent des hurrahs. « J.W. Jacob est mort !» criai-je lamentablement de toute ma force. Le 3e et le second homme du team mugirent dans leurs masques jusqu'à Bill Jelbey. « J.W. Jacob est mort !» Le son tourbillonna dans le courant d'un air jusqu'au fond des parois de la machine volante en forme de trompette, qui répéta à 3 reprises, car elle était assez énorme pour qu'il y eût 2 échos dans sa longueur, qui répéta et jeta du haut du ciel sur la fabuleuse piste derrière nous, comme une convocation au jugement dernier. J.W. Jacob est mort, mort, mort. Ah, il est mort ? Je m'en... dit Corporal Gilbert. Attention, entraînez Jacob. Ce fut une énervante besogne, et telle que je souhaite n'en pouvoir recevoir dans aucune course, l'homme récalcitré, contre-pédalé, grippé. C'est extraordinaire comme ce terme qui s'applique au frottement des machines convenait merveilleusement au cadavre. Et il continuait à faire ce qu'il avait à faire sous mon nez, dans sa terre, à Foulon.
10 fois nous eûmes la tentation de dévisser les écrous qui faisaient les 5 paires de jambes solidaires, y compris celles du mort. Mais il était bouché, bouclé, cadenassé, plombé, cacheté et apostillé sur sa selle. Et puis il était un poids, mort. Je ne cherche pas le mot, et pour gagner cette dure course, il ne fallait pas de poids mort. Corporal Gilbert était un homme pratique, comme William Elson et Arthur Gough étaient des gentlemen pratiques. Et Corporal Gilbert nous ordonna ce qu'il aurait eux-mêmes ordonné. J.W. Jacob était engagé à marcher, lui 4e, dans la grande et honorable course du Perpetual Motion Food. Il avait signé un dédit de $25 000, payable sur ses courses futures. Mort, il ne courait plus et ne pourrait pas payer son dédit. Il lui fallait donc marcher, vif ou mort. On dort bien en machine, on peut bien mourir en machine et cela n'a plus d'inconvénient. Et puisque la course s'appelait la course du mouvement perpétuel, William Elson nous expliqua plus tard que la rigidité cadavérique qu'il nommait rigor mortis, je crois, ne signifie absolument rien et cède au premier effort qui la brise. Quant à la putréfaction subite, il avoua que lui-même ne savait à quoi l'attribuer. Peut-être, dit-il, à l'abondance exceptionnelle de la sécrétion des toxines musculaires. Voilà donc notre J.W. Jacobs qui pédale, d'abord avec mauvaise volonté, sans qu'on puisse voir s'il faisait des grimaces, toujours le nez dans son masque. Nous l'encourageons d'injures amicales du genre de celles que nos grands-pères adressaient à Théron dans le premier Paris-Brest. « Va donc, cochon !» Petit à petit, il prend goût à la chose. Et voilà ses jambes qui suivent les nôtres, l'ankle play, qui revient jusqu'à ce qu'il se mit à tricoter follement. « Un volant, dit le corporal. Il régularise, et je pense qu'il va s'affoler tout à l'heure. » En effet, non seulement il régularisa, mais il emballa, et le sprint de Jacob, mort, fut un sprint dont n'ont point d'idée les vivants. Si bien que le dernier wagon, qui était devenu invisible pendant ce travail de maître d'école pour défunts, grossit et reprend sa place naturelle, qu'il n'aurait jamais dû quitter, quelque part derrière moi. Le milieu du tender à un demi-yard à droite de mon épaule droite. Le tout ne se passa point. Bien entendu, sous nos hurrahs à notre tour, tonitrués dans les 4 masques. Hip, 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 hurrah pour J.W. Jacobs. Et la trompette volante jeta par tout le ciel. Hip, 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 hurrah pour J.W. Jacobs. J'avais perdu de vue la locomotive et ses 2 wagons, le temps d'apprendre à vivre aux morts. Quand il put se tirer d'affaire, tout seul, je vis l'arrière du dernier wagon grossir comme si c'eût été lui qui fût revenu prendre de nos nouvelles. Hallucination sans doute, reflet déformé de la quintuplette dans l'acajou, du grand sleeping plus limpide qu'une glace, un aspect d'être humain bossu ou chargé d'un fardeau énorme, pédalé derrière le train. Ses jambes se mouvaient exactement à la vitesse des nôtres. Instantanément, la vision disparut, masquée par l'angle de l'arrière du wagon. Déjà dépassé. Il me parut très comique d'entendre glapir, comme précédemment, l'absurde Bob Rumble, lequel affolé sautait de droite et de gauche sur son siège d'osier comme un singe en cage. Il y a quelque chose qui pédale, il y a quelque chose qui suit. L'éducation de J.W. Jacob nous avait pris tout un jour. C'était le matin du 4e jour, 3 minutes 7 secondes et 2/5 après 9 heures. Et l'indicateur de vitesse était à son degré extrême, qu'il n'avait pas été construit pour dépasser 300 km à l'heure. La machine volante nous faisait un bon service. Et sans avoir, si nous allâmes au-delà de la vitesse précédemment enregistrée, je suis sûre que grâce à elle, nous n'avons pas ralenti l'indicateur conservant toujours son aiguille au point extrême du cadran. Le train nous tenait toujours à la bonne hauteur, sans varier, mais il n'avait pas dû prévoir de telles allures en s'approvisionnant de combustible, car les passagers, il n'y en avait pas d'autres que M. Elson et sa fille, se transportèrent par le couloir jusque sur la plateforme de la locomotive auprès du mécanicien, traînant après eux leur victualle en boisson. La jeune fille, l'air merveilleusement actif, portait une trousse de toilette. Ployèrent, tous s'employèrent. Ils étaient 5 ou 6,
en tout, à dépecer les wagons et à enfourner dans le foyer tout ce qui était brûlable. La vitesse s'accéléra. Il m'est impossible d'apprécier dans quelques proportions, mais le vrombrissement de la trompette volante monta de quelques demi-tons, et il me sembla que la résistance sous les pédales cessait absolument. Chose absurde avec mon effort plus accentué. Est-ce que cet étonnant J-Way Jacobs aurait fait encore des progrès? J'aperçus sous mes pieds non plus le bitume uniforme de la piste, mais très loin, le dessus de la locomotive. La fumée du charbon et du pétrole aveugla nos masques. La machine volante eut l'air de ramper. Vol de Vautour nous expliqua d'un mot, entre deux accès de tour, Corporal Gilbey, gare l'appel. On sait, et Arthur Gauss expliquait mieux que moi qu'un mobile roulant animé d'une vitesse suffisante s'élève et plane. L'adhérence au sol étant par la vitesse supprimée, quitte à retomber s'il n'est pas muni d'organes propres à le propulser sans point d'appui solide. La quintuplette, en retombant, vibra comme un diapason. « All right », dit tout d'un coup le corporal qui s'était livré à une gesticulation singulière, le nez sur sa roue d'avant. Tout se remit à rouler comme précédemment. « Et crevé, pneu d'avant », dit Bill d'une voix rassurante. À droite, il n'y avait plus de traces de wagon. D'énormes tas de bois et des bidons d'essence étaient empilés sur le tender. Les trucks avaient été détachés et restés en arrière. Même s'ils avaient suivi quelque temps par élan acquis, ils avaient dû être ralentis par la trépidation. À présent, il était possible de suivre le mouvement de leurs roues. La locomotive était toujours à la même hauteur. « Re-vol de Vautour », dit Bill Gilbey. « Plus de risque de pelle. Crevé pneu arrière. All right. » De stupeur, je levai la tête de dessus mon masque horizontal et regardai en l'air. La machine volante avait disparu et s'effaçait sans doute, là, derrière, avec les wagons abandonnés. Tout allait bien pourtant, comme le disait le corporal. L'indicateur de vitesse marquait toujours contre sa joue, en tremblant, un train uniformément accéléré, supérieur depuis longtemps à 300 km à l'heure. Le virage se dressait à l'horizon. C'était une grande tour à ciel ouvert, en figure de tronc de cône, de 200 mètres de diamètre, à la base et haute de 100. Des contreforts massifs en pierre et en fer l'assuraient. La piste et la voie ferrée s'y engouffraient par une sorte de porte. Et dans l'intérieur, durant une fraction de minute, nous tourbillonnâmes couchés sur le côté et maintenus par notre élan, sur les parois non seulement verticales, mais qui surplombaient et ressemblaient au dedans d'un toit. Nous avions l'air de mouches courant sous un plafond. La locomotive était suspendue au-dessus de nous, sur le flanc, comme un rayon d'étagère. Un bourdonnement remplissait le tronc de cône. Or, pendant cette fraction de minute, nous entendîmes tous au milieu de cette tour isolée dans la steppe du Transsibérien et dont nous venions de parcourir l'intérieur vide une voix forte, répercutée par l'écho, et qui semblait être entrée immédiatement après la locomotive. Cette voix maugréée, jurée et sacrée. Je perçus distinctement cette phrase saugrenue, proférée en bon anglais, sans doute pour qu'elle ne fût point perdue pour nous. « Tête de cochon, tu me coupes l'épaule. » Puis un choc sourd. Déjà, nous sortions du virage, et en travers de cette même espèce de porte que nous avions trouvée libre, quelques secondes auparavant, une barrique de la capacité que les Anglais appellent « hoghead », soit en effet tête de cochon, et qui contient 54 gallons, percée à la place de la bonde d'une large ouverture rectangulaire et munie vers le milieu de 2 courroies pareilles aux bretelles d'un sac de soldat. Comme si l'on l'eût porté à dos d'homme, une barrique se balançait à la façon de tout objet rond que l'on vient de poser à terre avec brutalité. Le chasse-pierre de la locomotive la lança ainsi qu'un ballon de football. Elle éclaboussa sur la voie et sur la piste un peu d'eau et des gerbes de roses, dont quelques-unes tournoyèrent un certain temps, adhérant par leurs épines aux pneus déjà crevés de nos roues. La nuit du 4e jour tomba. Quoique nous eussions mis 3 jours pour atteindre le virage, nous devions, si notre allure présente se maintient, être à moins de 24 heures de l'arrivée de 10 000 miles.
Comme l'obscurité s'abattait, je donnai un dernier coup d'œil au cadran indicateur que je ne consulterai plus jusqu'à l'aube. Et comme je le regardais, le fil de soie tournant en vibrant sur la gorge bloquée de l'engrenage, à son point extrême, flamba en un grand fuseau bleu, puis tout fut noir. Alors, comme une plaie d'aérolite, des corps durs et doux à la fois, et aigus et duvetés de saignants et criants et lugubres nous lapidèrent, happés par notre vitesse ainsi qu'on attrape des mouches, et la quintuplette fit une grande embardée et se cogna à la locomotive, toujours en apparence immobile. Elle y resta appliquée pendant quelques mètres sans que s'interrompissent nos jambes machinales. « Rien, dit le corporal. Oiseau. » Nous n'étions plus abrités par le coupe-vent des machines d'entraînement. Il est extraordinaire que cet incident ne se soit pas produit plus tôt, dès le lâchage de l'entonnoir volant. À ce moment, sans même un ordre du corporal, le nabot Bob Rumble rampa vers moi sur la tige de sa remorque, afin d'appuyer de tout son poids sur la roue arrière et en augmenter l'adhérence. Cette manœuvre m'apprit que la vitesse s'accélérait encore. J'entendis claquer ses dents et je compris que Bob Rumble ne s'était approché de nous que pour fuir ce qu'il appelait « quelque chose qui suit ». Il alluma derrière mon dos, un peu à gauche, un fanal à l'excitélène qui projeta bizarrement devant nous, un peu à droite, l'ombre quintuple du team sur la piste blanche. Dans la clarté gaie, le nain ne se plaignait plus, et nous nous entraînâmes sur notre ombre. Je n'avais plus aucune idée de notre allure. J'essayais bien de percevoir quelques brides, des petites chansons stupides que se fredonnait Sammy White afin de rythmer ses coups de pédale un peu avant que le fil de l'indicateur flambât. Il bredouillait le refrain, semblable à un roulement de grêle, de son sprint final, tant attendu au cours de ses records du 1000 et du demi-mille lancés sur les pistes en cerf-volant du Massachusetts. Poor Papa paid Spiller's potatoes. Au-delà, il lui fallut inventer, mais ses jambes allaient trop vite pour son cerveau. La pensée, du moins celle de Sammy White, n'est pas si rapide qu'on le dit, et je ne la vois pas faisant une exhibition sur n'importe quelle piste. Il n'y a vraiment qu'un record que ni Sammy White, champion du monde, ni moi, ni notre équipe, à nous 5, ne battons pas de sitôt. Le record de la lumière et de mes yeux, je l'ai vu battre. Quand le fanal s'alluma derrière nous, balayant la piste d'arrière en avant, de notre ombre faite, de nos 5 ombres si instantanément groupées et confondues à 50 mètres devant nous, qu'on eût dit vraiment un seul coureur, vu le dos qui nous précédait. Nos coups de pédale simultanés complétaient cette illusion que j'ai su depuis n'être qu'une illusion. Quand notre ombre se projeta en avant, notre sensation à tous fut si aiguë qu'un adversaire silencieux et irrésistible, qui nous aurait guettés depuis des jours, venait de démarrer sur notre droite, en même temps que notre ombre, cachée en elle et gardant son avance de 50 mètres. Notre émulation fut si aiguë que nos bielles se mirent à tourbillonner avec pas moins d'entrain qu'un chien enragé ne tournèrent après sa queue s'il n'avait rien de mieux à mordre. Cependant, la locomotive brûlant ses wagons se tenait toujours à même hauteur, donnant l'impression d'un grand calme auprès d'un geyser. Il semblait qu'elle ne portât d'autres êtres animés que Miss Elson, laquelle suivait avec une curiosité surexcitée et peu explicable les contorsions, assez grotesques, il est vrai, de notre ombre dans l'éloignement. William Elson, Arthur Goh et les mécaniciens ne bougeaient pas. Nous autres, à la file, sous le jet de clarté, blême de notre fanal et si aplatis dans nos masques qu'à peine nous étions nous caressés du grand ouragan créé par notre vitesse, nous revivions, je pense, à en juger par mes sentiments personnels, les soirées d'enfance sous la lampe penchées sur la table des devoirs d'écoliers. Nous avions l'air de reconstituer une de mes visions de ces soirs-là. Un grand sphinx à troupeau qui entra par la fenêtre, ne s'inquiéta pas. Chose étrange, de la lampe alla chercher dans une passion guerrière, au plafond, sa propre ombre projetée par la flamme, et la cogna à heures répétées de tous les béliers de son corps velu. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment.
N'hésitez pas à regarder l'émission en replay sur le site de D8. Je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt sur D8.